Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mind the Floods. Jamie Linton. Maître de conférences, géographie. Université de Limoges. GEOLABUMR 6042 CNRS. Chaire capitale environnementale et gestion. Durable des cours d'eau. james.linton@unilim.fr. Alexis Metzger. Ater. Insulm Paris. alexis.metzger@ins.fr. Le terme de patrimoine connaît différentes acceptions dans la recherche francophone. Le géographe Olivier Lazzarotti le définit comme un ensemble d'attributs, représentations et pratiques fixées sur un objet non contemporain dont est décrétée collectivement l'importance présente intrinsèque et extrinsèque qui exige qu'on le conserve et le transmette. Lazzarotti 2003, pages 692 à 693. Edwige Garnier a quant à elle une approche presque phénoménologique du patrimoine car écrit-elle, cette notion est mouvante en fonction du regard que porte un individu, un acteur sur tel objet ou pratique. Le patrimoine des uns ne correspond pas nécessairement au patrimoine des autres et rien n'est immuable. Garnier 2015, page 9. La complexité à saisir ce concept est donc manifeste. Autant il désigne des objets qui visent à être conservés et transmis par la collectivité, autant ces représentations dépendent de chacun. Le patrimoine s'inscrit donc dans une dialectique entre le passé et le présent devenant le futur, entre permanence et devenir, que des sociétés construisent dans leur territoire. Car comme le dit Guy Dimeo, il existe une parenté conceptuelle entre patrimoine et territoire, Dimeo, 1994, au sens où la démarche patrimoniale consiste à construire une image forte et simplifiée d'un passé commun à un groupe. Cette image se doit d'assurer la cohésion des membres du groupe dans le temps, en renforçant la liaison passé-présent à venir et la fonction de transmission, et dans l'espace, en structurant durablement un territoire. Or tout risque est territorialisé, Reguezazit 2015. N'y aurait-il donc pas moyen de considérer le risque inondation comme faisant partie d'une forme de patrimoine, comme une passerelle entre une société et un territoire, risque pouvant être riche de mémoire, de représentation, de transmission, en interdépendance? Les scientifiques ont commencé à prendre en compte la possibilité de considérer les inondations comme une forme de patrimoine naturel, nécessaire pour le bon fonctionnement écologique d'une rivière. En 2000, Jean-Paul Bravard soutenait que les extrêmes hydrologiques avaient une composante patrimoniale à sauvegarder. Il écrivait : le principe même d'accepter les extrêmes hydrologiques est une nouvelle donne scientifique et sociétale caractéristique des années 1990. Il est maintenant admis par une fraction croissante de la communauté scientifique qu'une fois acquise la protection des rivières en tant que milieu physique support de biocénose de qualité, la recherche et les démarches de gestion innovantes doivent se tourner vers la prise en compte des extrêmes hydrologiques en tant que composante fonctionnelle nécessaire à la pérennisation des écosystèmes aquatiques et riverains. Le fait de gommer les extrêmes, pour sécuriser la ressource et les biens, a provoqué une insidieuse dérive environnementale qui se paye de plus en plus cher sur le plan environnemental et en termes économiques. Bravard 2000. Autant nous sommes d'accord avec cette idée d'inondation comme patrimoine naturel, autant ce livre est basé sur une idée complémentaire, celle d'inondation comme patrimoine culturel. Or le plus souvent on ne considère jamais les inondations et le patrimoine comme un tout, sauf peut-être pour parler des inondations lorsqu'elles ont des effets destructeurs sur le patrimoine bâti, Cerna 2014. Contrairement à un patrimoine matériel, la crue ou l'inondation n'est pas un objet permanent. Il s'agit certes d'un bien matériel, l'eau, mais temporaire, l'eau revenant dans le lit du fleuve ou rechargeant l'aquifère après le débordement. Or peut-on parler de patrimoine pour un événement, qui n'est pas fixe dans le temps, d'un risque qui peut survenir ? Si l'on consulte la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, seuls des lieux, des paysages culturels ou naturels sont inscrits avec certes parfois des manifestations ponctuelles, fêtes, associées. Or toute inondation bouleverse des habitudes sociales, économiques et culturelles. Lors de la crue de la Seine en 1955, Barthes ne parlait-il pas de transgression et adaptation qui rafraîchissent la perception du monde, dans son texte « Paris n'a pas été inondé », Barthes 1957 ? Les inondations peuvent donc laisser un héritage de changement social dans leur sillage.
C'est ce qui a été décrit par John M. Barry dans son étude classique intitulée Rising Tide, The Great Mississippi Flood of 1927 and How It Changed America, 1998. L'inondation a changé les perceptions du rôle et de la responsabilité du gouvernement fédéral, stimulant une énorme expansion, et brisé le mythe d'un lien quasi-féodal entre les deltas noirs et l'aristocratie méridionale, dans lequel le premier a promis fidélité à ce dernier en retour de la protection. Elle a accéléré la grande migration des Noirs vers le nord. Et cela a changé la politique du Sud et de la politique nationale. Les changements ne viendraient pas rapidement. Mais ils viendraient, Berry 1998. En outre, l'idée d'inondation comme forme de patrimoine implique, contrairement aux a priori, qu'il y a des bénéfices sociaux et culturels aux inondations. De plus en plus de travaux mettent en avant l'idée de vivre avec les crues. Richard Ferrucci et al. 2016, au point qu'elles pourraient devenir des ressources pour certains territoires que les urbanistes commencent à prendre en compte au point de faire du risque un atout pour le projet. François Bertrand et Thierry Hubert, cités dans Bonnet 2016, page 152. En effet, ce n'est que progressivement que des changements de représentation et de pratique ont transformé ce rapport à l'eau en un mal à combattre, une fatalité et beaucoup plus tard en une contrainte à intégrer au développement des territoires, voire en un atout au développement. Lagagné et al. 2009, page 61. Cet atout peut être expérimentable en termes de cohésion sociale car, prenant l'exemple des polders hollandais, les habitants d'un polder menacé par des inondations expérimentent la cohésion et la solidarité, qui sont pour eux des sentiments positifs. La cohérence sociale et les liens entre les habitants augmentent au moment d'une inondation à venir. Certains considèrent même l'inondation comme excitante et apprécient son danger modéré. Bahan et Rabou 2002. La reconnaissance de l'aide mutuelle est aussi mentionnée comme un effet positif d'une inondation. Slootweg et Van Schoten, 2002. Comme le montre Séverine Durand dans sa thèse, il peut donc être question de faire communauté autour des inondations. Durand 2014, page 24. De plus, avoir connu l'inondation, c'est une preuve de l'être d'ici, une forme d'identité locale. Durand 2014, page 339. Nous rejoignons donc l'approche novatrice d'Anna Ribas Palom qui, s'intéressant aux inondations historiques du bassin du Ter, parle de patrimonialisation des empreintes que les inondations ont laissées. Car le fait de les transformer en attrait touristique peut permettre de renforcer le facteur de développement et de cohésion territoriale que représente le fleuve. Autrement dit, il s'agit de positiver ce qui tout au long de l'histoire a été perçu comme un risque pour ce territoire. Ribas Palom 2008, page 74. Alors que nombre de cours d'eau sont régulés par des barrages ou encadrés par des digues censées limiter les effets des inondations, notre proposition peut faire sens. Car cette myriade de protections d'apparat induit bien souvent une diminution de la mémoire des inondations. La fréquence des débordements s'amenuisant grâce aux aménagements, c'est tout un pan de l'histoire d'un lieu qui disparaît au détriment de la prise de conscience des habitants. Aspe et Jacquet, 2012, pages 12 à 13, Metzger et Linton, 2016 et 2017. Considérer les inondations comme des patrimoines, à entretenir et à mobiliser tant dans les esprits que dans les pratiques, peut aller à l'encontre de ces amnésies souvent néfastes lorsqu'un nouvel aléa dépassant le seuil des protections survient. Garnier et Surville, 2010. Cette perte de mémoire peut être générée sans doute aussi bien par les moyens techniques de protection susmentionnés que par les changements socio-économiques dans les liens entre les sociétés et les cours d'eau. Petit à petit, dans des sociétés des pays développés où un usage économique de l'eau courante se fait moins prégnant pour nombre de familles, c'est une forme de familiarité avec la rivière qui se perd. Ainsi, lorsque la Seine a débordé au printemps 2016, l'historienne Isabelle Bacouche profite de l'occasion pour écrire « Depuis 2 siècles, la Seine a perdu son rôle urbain. Les habitants la traversent en l'ignorant. La familiarité avec les aléas du fleuve s'est perdue au fur et à mesure de la disparition des nombreux usages qui obligeaient les Parisiens à la côtoyer quotidiennement. Laver du linge, puiser de l'eau, prendre un bain, traverser la Seine avec un bac, faire ses achats dans les nombreux ports qui parsemaient les berges encore en pente douce, assister à un feu d'artifice, autant d'occasions de connaître le fleuve, ses atouts et ses dangers. Bacouche 2016. En nouant les mailles de cette association conceptuelle entre l'inondation et le patrimoine,
émergent plusieurs perspectives et interrogations que cet ouvrage tente à mettre en lumière. Il est le fruit d'un colloque à l'Université de Limoges en octobre 2015, où, après un appel à communication diffusé le plus largement possible, plusieurs chercheurs sont venus discuter de ces pistes attrayantes en les adoptant, les critiquant et les enrichissant. Beaucoup de communicants ont pu proposer un texte dans cet ouvrage, certains n'en ont malheureusement pas eu le temps. Sofiane Boudiba, Université de Tunis, Ewell McGriffiths, Aberystwyth University, Marie-Jeanne Royer, Aberystwyth University et Leona Skelton, University of Bristol. Des extraits des communications, environ 5 mm chacune, peuvent être écoutés sur le site internet de l'Université de Limoges, rubrique « Revivez l'atelier ». La première partie de l'ouvrage s'intéresse aux traces et mémoires des inondations. Le choix de conserver des ruines post-catastrophe nous semble encore peu proposé dans le cas d'inondations, contrairement à des séismes par exemple, et mérite donc d'être exploré, même si certains débordements ont suscité des formes de patrimoines artistiques, comme l'explique le texte de Franck David dans La ville d'Auch. Quelles traces doivent alors être conservées? Des maisons détruites? Quelle conservation d'une inondation passée sont-elles souhaitables? Véchambre 2008. On rejoint alors la suggestion d'Antoine Leblanc. Il s'agirait de patrimonialiser les traces des catastrophes pour en maintenir la mémoire et faciliter la gestion d'événements futurs. Leblanc 2015 page 175. Anne Vatelet pose également la question de la conservation de la mémoire des variabilités hydrologiques liées à des épisodes de crues. Après la construction d'un grand barrage sur la rivière des Outaouais entre Québec et Ontario, les débits étant régulés, comment mobiliser les récits des inondations passées? Là encore, ces questions sont discutées et les processus de reconstruction pourraient aller à l'encontre de l'idée d'une conservation des traces matérielles d'une inondation et notamment des destructions potentielles. Que garder des inondations? Et qui garde? Quelles traces, mémoires écrites ou visuelles, dans l'espace public ou privé? Lindsay McEwen et al. Discutent ces pistes en donnant la part belle au savoir non expert, ce qu'ils décrivent comme une forme de patrimoine d'en bas. Ils introduisent à ce sujet des concepts innovants et faisant sens pour bien cerner la diversité des archives d'inondations et leur mise en mémoire avec par exemple, l'idée de mémoire de crue durable, Sustainable Flood Memory. Mais patrimonialiser une inondation ne reviendrait-il pas à garder forcément des témoins bâtis du passage de l'eau, depuis le repère de crue qui a une petite place dans le paysage jusqu'à la maison détruite, voire un bâtiment de plus grande ampleur? Comme l'écrit encore Antoine Leblanc, la mémoire des personnes se retrouve alors projetée sur des symboles physiques, matériels, construits. Ceux-ci constituent un support visible, de taille plus ou moins grande, de la mémoire et de l'identité du territoire. Leblanc 2015 page 179. Ce qui peut s'avérer très difficile à mettre en œuvre lorsque des habitants ont tout perdu après une inondation, rendant douloureuse l'exposition de tels dégâts. De plus, il n'est pas certain que cette conservation de ruines traumatiques améliore à elle seule la culture du risque. Il est souhaitable de l'agrémenter de panneaux explicatifs afin que les spectateurs intègrent l'idée que le risque est encore actuel même si la catastrophe appartient au passé. Le propos général de l'ouvrage tend moins à étudier les formes de patrimonialisation de catastrophes lors d'inondations que les formes de patrimonialisation du risque inondation. Une potentialité qui croise les temporalités passées, présentes et futures. La deuxième partie de cet ouvrage met en lumière certains territoires où l'inondation peut être pensée comme un binôme à la charnière risque-ressources. L'inondation a bel et bien des attributs, hauteur et débit de l'eau, des représentations matérielles ou immatérielles, et également des pratiques associées, adaptation des déplacements, si l'on fait un écho à la définition liminaire d'Olivier Lazzarotti. C'est ce que montre Émilie Crémin en nous expliquant comment des habitants sur les bords du Brahmapoutre adaptent leur habitat aux caprices du fleuve. Ici l'usage de l'eau en crue peut-il faire patrimoine? Prenant l'exemple des étangs de la Dombe, des auteurs ont bien montré que la patrimonialisation des usages et des processus s'avère plus importante que celle des objets, des espèces ou encore des espaces, de Carrera et Lelay 2015. L'adaptation aux inondations, les mesures de prévention lorsqu'elles existent, peuvent donc constituer autant de pratiques qu'il est intéressant d'interroger en termes de patrimoine. Resterait sans doute à adopter un regard plus anthropologique sur cette question, regard que les textes ci-après n'abordent que partiellement.
L'inondation est un événement ponctuel mais qui imprègne son territoire certes pendant mais aussi avant et après son passage, d'où une forme d'immanence plus ou moins mise à mal par des histoires et mémoires plurielles comme le souligne le texte de Brice Martin en rappelant des formes de concurrence de la mise en mémoire de destruction. Même en l'absence d'eau, un territoire est marqué par les traces d'inondations passées et futures, matérielles, plans de prévention des risques, repères de crues, toponymie, architectures idoines, etc., ou immatérielles, mémoire des habitants. Plusieurs textes montrent comment des patrimoines bâtis peuvent être marqués par des inondations, comme celui de Sofiane Sadia comparant Rome et Paris face aux crues. Mais le texte de Sylvain Rode et Sylvie Servin, se plaçant en Loire moyenne, témoigne aussi des difficultés à mettre sur le devant de la scène la valeur patrimoniale de l'inondation, malgré les atouts pour le développement soulignés pour le développement. Enfin, la troisième partie du livre montre les dimensions créatrices des inondations comme invite à le penser le texte de Nancy Méchinet de Richemont. Dans ce texte qui pourrait être lu comme une conclusion, la lecture patrimoniale des inondations ne semble pas la meilleure porte d'entrée car elle s'inscrit toujours dans un dualisme moderne homme-nature. Reste qu'une meilleure mémoire des inondations ne peut qu'améliorer leur gestion. C'est notamment sous cet angle qu'Annie Sigwalt a étudié la transmission patrimoniale des exploitations d'élevage bovin en zone inondable entre Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée. Ce texte peut faire écho à la position de Daniel Puech qui explique pourquoi le patrimoine eau s'inscrit dans une perspective de transmission non pas d'un capital mais de potentialité. Puech, 1999, page 79. Pour les exploitants agricoles interrogés, vivre en zone inondable apparaît bien comme une ressource et comme une contrainte. Considérer les inondations comme des formes de patrimoine, c'est aussi une manière d'intéresser davantage des habitants à la mémoire des inondations. Nous rejoignons donc ici l'hypothèse que la participation peut être un vecteur d'intégration territoriale des politiques de gestion du risque simultanément à un moyen de diffusion d'une culture du risque locale et spécifique, Barocca et Hubert, 2008. Ce qui pourrait tendre vers une meilleure circulation et partage des mémoires entre les habitants, via diverses initiatives telles que des expositions, des sentiers à thème inondation, des panneaux et cartes dans l'espace public, voire des pièces de théâtre, Liégeois 2014. Olivier Lazzarotti parle de mémoire élue, pour désigner la mémoire patrimoniale, Lazzarotti 2012 page 89. Qui peut alors décider de la patrimonialisation, d'un débordement ? Duquel ou desquels ? À quelles échelles ? L'idée de considérer les inondations comme un patrimoine pourrait alors être un vecteur de participation, une idée qui, puisqu'elle nécessite décision voire élection, devrait être débattue, Bonrandi 2005. Philippe Valette, témoignant de l'expérience des gens de Garonne, développe dans son texte cette perspective. Dans ce village de la Garonne marmandaise intégralement en zone inondable, histoire, mémoire, adaptation aux inondations deviennent un atout de valorisation touristique. L'idée de renverser la vapeur, en adoptant un autre regard sur les crues et les inondations, pourrait bien transformer des handicaps structurels et des images négatives en atouts de développement et en valeurs sûres, porteuses d'avenir. Bano, 2010, page 49. Géographe, urbaniste, architecte, paysager, plusieurs professions que nous n'avons pu toutes rassembler ici commencent à s'y rallier, voire aussi Bonnet 2016. Dans l'idéal, prendre en compte un concept familier, le patrimoine, sous un nouvel angle permet d'arpenter de nouveaux champs de recherche. Est-ce bien le cas en considérant les inondations comme des patrimoines ? La patrimonialisation de l'inondation pourrait-elle participer d'une gestion territoriale plus optimale ? Ne serait-il alors pas mieux que les inondations soient des valeurs sûres, aux aléas météorologiques près ? Que l'événement soit à ce point inscrit matériellement et immatériellement dans des territoires qu'il en devienne un patrimoine de ces mêmes territoires comme les crues du Nil ont pu l'être ? Mais est-ce possible pour des inondations très soudaines, ou seulement pour des crues assez lentes ? Conserver la possibilité d'une inondation dans un territoire, c'est bien conserver une potentialité, ici un risque. Car comme l'expliquent Magali Regueza et Damienne Provitolo, le maintien de certaines vulnérabilités pourrait être nécessaire à la résilience du système. Jusqu'à un certain seuil, mais lequel ? Au-delà, on rejoindrait l'idée de patrimonialiser une inondation catastrophe,
continuer à subir des chocs et des dommages, signe d'un certain degré de vulnérabilité, peut aussi constituer une certaine ressource, potentialité, car cela permet au système de rester en alerte et d'entretenir ses capacités et ses réactions. Provitolo et Reghezazit, 2015, page 59. La patrimonialisation des inondations pourrait concourir à cet entretien bénéfique, tout en prenant en compte la diversité des inondations qui peut induire une diversité des patrimonialisations ici et là, hier, aujourd'hui et demain. In fine, les textes qui suivent permettent d'initier des réflexions sur ce rapprochement encore inédit. Nous l'envisagerons uniquement sous l'angle des inondations par débordement de cours d'eau, et non des inondations de ruissellement ou de remontée de nappe. L'étude de terrains très variés interroge ce lien dans diverses cultures. Il est clair que certaines crues ont laissé des traces dans les mémoires et sur le patrimoine bâti. Elles ont pu susciter des manifestations artistiques ou muséographiques, qui deviennent elles-mêmes des formes de patrimoine. Elles mettent également en évidence des cultures du risque différenciées. Selon les acteurs concernés par les inondations, cette patrimonialisation s'interroge aussi de manière spécifique, pour des agriculteurs, habitants, touristes. Faire l'hypothèse que les crues et les inondations sont des formes de patrimoine implique donc de penser à ces quelques points. Les crues sont des phénomènes temporaires et ne peuvent donc être conservées et transmises comme d'autres patrimoines matériels ou immatériels. Elles ne peuvent qu'être appréhendées différemment sous le prisme du patrimoine si on les étudie comme aléas, risques ou catastrophes. Elles ne peuvent devenir patrimoine que si certains acteurs les choisissent comme tels, ce qui fait réfléchir à la participation et la gouvernance territoriale. Remerciements. Le colloque ayant donné lieu à cet ouvrage a pu être mené à bien grâce à toute l'équipe pédagogique et administrative de l'Université de Limoges. Nous tenons à les remercier, particulièrement Gaël Perra de la Fondation partenariale de l'Université de Limoges. Nous sommes très redevables à l'équipe de GEOLAB, UMR 6042 CNRS sous la direction adjointe de Frédéric Richard à Limoges qui a accueilli notre projet. Nous souhaitons également remercier chaleureusement les enseignants-chercheurs qui se sont mobilisés pour assurer le rapport des différentes sessions. Edwige Garnier, Graziella Rassa et Magali Regheza. Étienne Delay a pu enregistrer les communications. 2 promotions de master de l'Université de Limoges ont également suivi les présentations et les échanges. Le Master 2, professionnel, valorisation du patrimoine et le Master 1 ingénierie et gestion de l'eau et de l'environnement, merci à eux pour leur participation active. Le colloque a été suivi d'une excursion à Montignac, 24, avec la participation de PIDOR, Michael Thomas, et de Jean-Michel Faure qui a pu nous guider sur les traces de l'inondation de la Vézère en 1960. Nous les remercions pour la préparation de cette sortie riche d'enseignements. Figure 1, pas d'inondation en vue à Limoges le 2 octobre 2015. La couverture de cet ouvrage était à l'origine l'affiche du colloque réalisé par Solange Gauthier. Merci à elle pour sa créativité. Un repère de crues en rame, ce n'est pas commun. L'ouvrage n'aurait pu voir le jour sans l'implication du laboratoire ENEC, Sorbonne Université, et particulièrement de Catherine Fournet-Guérin et d'Emmanuel Dedenon. Merci beaucoup à elles pour leur travail de relecture et d'édition. Enfin, ce projet s'insère dans le cadre de la chaire Capital environnemental et gestion durable des cours d'eau et c'est grâce à cette chaire, financée par la SHEM, Société hydroélectrique du Midi, que les ressources financières ont pu être acquises afin que le colloque et cette publication soient possibles. Bibliographie. Aspe Chantal, Jacques-Marie, 2012, Environnement et société. Une analyse sociologique de la question environnementale, Maison des sciences de l'homme, édition Quae, Col. Nature sociale. Vaan PJA, Rabou JP 2002, Feeling with Assignment and Use of Calamity Polder and Side Rivers, en néerlandais Gevolins Bijanvegen en Gebruik van Retentiggebieden en Gronerivieren, Delft Hydraulics, report Q de 1975.25, Delft. BACKOUCHE Isabelle, 2016. Les Parisiens ont oublié qu'ils étaient aussi des gens de la Seine, Slate FR, 0906-2016. Bano Vincent 2010. Le patrimoine au risque de son expansion, vers une naturalisation des territoires ? Exemple de l'extension spatiale des processus de patrimonialisation en Périgord.
Sud-Ouest européen numéro 30, page 37 à 51. Barthes Roland 1957, Paris n'a pas été inondé, une mythologie Paris édition du Seuil. Barocca Bruno Hubert Gilles, 2008. Urbaniser les zones inondables, est-ce concevable? Développement durable et territoire, dossier 11. http://journals.openedition.org développement durable /74 13. Berry John Monsieur, 1998, Rising Tide, The Great Mississippi Flood of 1927 and How It Changed America, New York, Touchstone. Bonrandy Emmanuel, 2005, Le recours au patrimoine, modèle culturel pour le territoire? Géocarrefour, volume 82. http://géocarrefour.revue.org/991. Bonnet Frédéric Dire, 2016, à tout risque. Des territoires exposés se réinventent, col. Territoire en projet. Bravard Jean-Paul, 2000, Les extrêmes hydrologiques, handicaps réductibles ou composantes patrimoniales à sauvegarder, in Jean-Paul Bravard, ed. Les régions françaises face aux extrêmes hydrologiques, gestion des excès et de la pénurie, Paris, CEDES, page 5 à 15. De Carrara Stéphanie, Le Leïf François, 2015, Quand l'usage fait patrimoine. Vers une patrimonialisation des usages et des paysages culturels? Développement durable et territoire, volume 6, numéro 1. http://développementdurable.revue.org/10754. Dimeo Guy, 1994, Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle, Espace et société, numéro 78, page 15 à 34. Durand Séverine, 2014, Vivre avec la possibilité d'une inondation? Ethnographie de l'habité en milieu exposé et prisé, thèse de sociologie, Université d'Aix-Marseille. Garnier Emmanuel, Surville Frédéric Dire, 2010, La tempête Xynthia face à l'histoire. Submersion et tsunami sur les littoraux français du Moyen-Âge à nos jours, Sainte, Le Croix-Vif. Garnier Edwige, 2015, Patrimoine, identité et territoire, trois notions riches de sens en interaction, in Edwige Garnier et Frédéric Serre, Dire, Patrimoine, identité et développement territorial, Saran, édition La Librairie des Territoires, page 8 à 20. Herzog Anne, 2011, Les géographes et le patrimoine, Écogéo, numéro 18, http://journals.openedition.org/écogéo/12840. Lagagné Richard, SCARWELL Elga Jane, BARTOUT Pascal et al. 2009, Gestion de l'eau, gestion des risques, des récentes recherches pour évaluer la territorialisation de l'action publique, in Richard Lagagné et Gilles Arnaud Facetta, Dire, Les géographies de l'eau. Processus, dynamique et gestion de l'hydrosystème, Paris L'Harmattan, page 55 à 99. LAZZAROTTI Olivier, 2003, Patrimoine, in Jacques Lévy et Michel Lusseau, Dire, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris, Belin, page 692 à 693. LAZZAROTTI Olivier, 2012, Des lieux pour mémoire. Monuments patrimoine et mémoire monde, Paris Armand Collin. Leblanc Antoine, Résilience, mémoire et pratique, in Magali Reguezazit et Samuel Roufat, Dire, Résilience, territoire et société face aux risques, à l'incertitude et aux catastrophes, IS édition, page 175 à 186. LIEGEOIS Marie, 2014, Mémoire des catastrophes et culture du risque pour, volume 3, numéro 223, page 89 à 96. Plus petit que DOI, 10.3917 pour 223.0089 plus grand que. Metzger Alexis, Linton Jamie, 2016, Les barrages qui cachent l'eau, l'oubli des vulnérabilités aux inondations lors de l'aménagement de la Dordogne, 1917 à 1935, Vertigo, volume 16, numéro 3, Vulnérabilités environnementales, perspectives historiques. Plus petit que DOI, 10.4000 Vertigo 17 1985 plus grand que. Metzger Alexis Linton Jamie, 2017, Des inondations barrées? La représentation des vulnérabilités en aval des barrages réservoirs, espace population, société, numéro 3, interroger et comprendre les effets d'échelle de la vulnérabilité. https://revue.org/6631
Puech Daniel, 1999, La prise de conscience du caractère patrimonial de l'eau, origine de nouvelles perspectives de gestion de cet élément naturel, in Chantal Aspe et Patrick Point, ed. L'eau en représentation. Gestion des milieux aquatiques et représentation sociale, Anthony C. Magref, pages 73 à 94. PROVITOLO Damienne, REGHEZZAZITT Magali, 2015, Résilience et vulnérabilité, de l'opposition au continuum, in Magali Reguezazit et Samuel Roufat, dire Résilience, territoire et société face aux risques, à l'incertitude et aux catastrophes, Ist édition. REGHEZZAZITT Magali, 2015. Territorialiser ou ne pas territorialiser le risque et l'incertitude. La gestion territorialisée à l'épreuve du risque d'inondation en Île-de-France. L'espace politique numéro 26. Plus petit que DOI. 10.4000 espace politique 3543 plus grand que. Ribas PALOM ANA, 2008. Les inondations historiques dans le bassin du Ter, Catalogne. Histoire, patrimoine et développement territorial, Sud-Ouest européen numéro 25, pages 65 à 75. RICHARDFERROUDJI Audrey, Dupont Nadia, Durand Séverine, Grelot Frédéric, 2014. Une politique du vivre avec un fleuve et ses débordements, Vertigo, volume 14 numéro 2. Plus petit que DOI, 10.4000 Vertigo 15057 plus grand que. Serna Virginie 2014, Eau, risque majeur et patrimoine culturel. Des directives européennes aux stratégies territoriales, état des lieux de la mise en œuvre en France. Développement durable et territoire, volume 5, numéro 3. Plus petit que DOI, 10.4000 Développement durable 10563 plus grand que. SLOOTWEGR Van Schoten Monsieur 2002, Social Aspect of Calamity Polder, en néerlandais, Social Maatschappelijke Aspecten van Nodoverloopgebieden, Report SEVS Beluide Sadvive en nature en Lefongeving, Hoekstest, The Netherlands. Véchambre Vincent, 2008, Traces et mémoires urbaines, Enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, Rennes, Presse universitaire de Rennes. Partie 1, Traces et mémoires. La mémoire des crues, un patrimoine ? L'inondation du 8 juillet 1977 à Auch, Gers. Franck David. Prague, Histoire-Géographie. Université Bretagne Sud. franck.david@unif-u.fr. Le 8 juillet 1977, à Auch, les eaux du Gers sont montées sous l'effet de précipitations exceptionnelles pour atteindre à 15h40 une hauteur de 7,76 mètres au pont de la Treille, noyant sous 3 mètres d'eau toute la ville basse, dépassant ainsi toutes les crues répertoriées. L'analyse du phénomène, Lambert Vigneault, 1981, a montré que la modeste rivière Gasconne a battu tous ses records. De hauteur avec des maisons de la basse ville englouties jusqu'au toit. De vitesse avec 1 mètre par heure entre midi et 13h, puis 14h et 15h. De ravage avec un bilan de 5000 sinistrés, 5 morts et 2 ponts emportés. 40 ans plus tard, nombre d'Occitans gardent en mémoire la tragédie, relayée à l'époque par les éditions nationales du journal télévisé avec des images de flots charriant plusieurs jours durant débris et cadavres d'animaux. Comme toujours en pareilles circonstances, il a fallu panser les plaies, et rétablir surtout un lien pacifié non seulement entre les habitants et la rivière mais aussi entre les parties hautes et basses de la ville, qui se toisent encore parfois avec défiance. Car si la rive droite a subi l'inondation, la rive gauche dominante a été épargnée avec ses lieux de pouvoir, mairie, préfecture, tribunal et services administratifs, et son patrimoine, cathédrale classée à l'UNESCO, tour d'Armagnac, escalier monumental, demeure et pousterle médiévale. Cette dualité pèse sur la mémoire de l'inondation. Encore aujourd'hui, le site internet de l'Office du tourisme consacre une page à l'événement. La crue de 1977 reste un épisode référent. Constitue-t-elle pour autant un patrimoine ? La considérer comme telle revient à en conserver la trace, par définition fugace. Quelques séquences sur le site de l'INA, des photographies et des coupures de journaux constituent les archives, si familières aux historiens. Le géographe quant à lui part du présent et d'un terrain. Il mesure l'empreinte socio-spatiale de la crue,
rencontre les représentations qu'elle génère en essayant de comprendre les jeux d'acteurs, les choix des aménageurs. S'il recourt au passé, c'est pour l'inscrire dans une démarche prospective. L'inondation est considérée aussi au prisme de la vulnérabilité, Regueza et Verret, 2006, car les territoires urbains sont particulièrement exposés, du fait de l'impact de l'eau sur les activités, les formes d'occupation de l'espace, les réseaux. L'approche choisie est celle de la mémoire, au sens de construction sociale du souvenir, élément de compréhension de la construction des territorialités, Segar 2007, et envisagée comme patrimoine idéal et matériel à transmettre. Entre mémoire et résilience, comment l'inondation de 1977 est-elle en voie de patrimonialisation ? La méthodologie de terrain s'est appuyée sur l'étude des paysages et des entretiens, d'une part avec des témoins, d'autre part avec divers acteurs institutionnels et culturels. Elle s'inscrit dans une approche des territoires, des acteurs et des lieux qui accordent une place significative aux représentations et à la symbolique dans une démarche socioculturelle, Rebo, 2011, où la place de l'individu reste centrale, et la culture sous-jacente à toute forme de relation sociale et de représentation. Il s'agira dans un premier temps d'appréhender la manière dont est conservé et entretenu, négligé ou détruit, le souvenir visuel de l'inondation. S'approprier le territoire consiste pour certains à effacer pour oublier, pour d'autres au contraire à marquer pour transmettre. Dans un second temps, c'est la confrontation de la mémoire de l'inondation au projet culturel qui retiendra l'attention, le traitement artistique du souvenir de la crue. Enfin, la mise en patrimoine de la mémoire de l'inondation ne peut faire abstraction de la rivière elle-même et de ses rives, aménagées pour nourrir une relation apaisée des habitants au cours d'eau. L'empreinte de l'inondation, l'enjeu mémoriel. L'inondation fige le territoire, le segmente puis le restitue à ses habitants dans un état de désolation qui hante longtemps les esprits. Les paysages d'abord transfigurés sont peu à peu nettoyés puis réhabilités, conformément à la volonté première des habitants d'en faire disparaître les stigmates. Entre oubli et mémoire, les travaux sur la question des traces et les politiques de marquage, Véchambre 2008, invitent à considérer l'empreinte de l'inondation dans le paysage à travers son inscription ou son effacement. Les traces, enjeu patrimonial, sont considérées comme traces, les laisses de crue, empreintes non intentionnelles, indices du passé qui subsistent indépendamment de la volonté de conserver ou d'effacer. Au même titre que des vestiges non couverts par une politique de conservation, ces traces de l'événement lui-même sont soumises à l'effacement par altération ou destruction, souvent involontairement du fait de l'ignorance. Un inventaire des laisses de crue a été réalisé en décembre 2000 dans une étude commandée par la préfecture du Gers à une société d'ingénierie, la BCEOM, société d'économie mixte devenue par la suite Groupe Aegis, pour un rapport visant à constituer le plan de prévention des risques d'inondation. Dans les annexes, une dizaine de traces avaient été relevées sur des façades ou des murs, chez des particuliers, certaines encore visibles, d'autres reconstituées sur la base des témoignages. Durant l'été 2015, l'enquête de terrain a recensé dans l'espace public plus d'une dizaine de façades barrées d'une ligne permettant de se représenter la hauteur d'eau et par projection, de se représenter l'étendue de l'inondation, figure 1. Ces traces concernent surtout des bâtiments privés le plus souvent vétustes. Paradoxalement, la négligence des propriétaires vis-à-vis du patrimoine foncier assure leur conservation. En même temps, cette situation de déshérence conditionne le délabrement des édifices, qu'une réhabilitation ou une démolition soit programmée et la trace disparaît. L'oubli, du moins pour ce qui concerne les propriétaires privés, assure donc le maintien de la mémoire de la crue dans le paysage alors même que la remémoration conduirait à l'effacement, donc, la démolition qui est l'envers de la patrimonialisation et qui représente inversement une forme de dévalorisation, de déni de mémoire pour ceux qui sont associés aux édifices démolis et aux espaces recyclés. Véchambre 2008, page 14. Le service territorial de l'architecture et du patrimoine, édictant règles et recommandations sur la restauration des bâtiments anciens dans le respect des traditions et du paysage, concède ne s'être jamais posé la question des laisses de crue. La déclaration préalable, lors de travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment, ne prend pas en compte les traces éventuelles de l'inondation. De surcroît,
En dehors de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ZPPAUP 2003, si le ravalement restaure l'état initial, la déclaration préalable n'est pas requise. Le propriétaire peut alors faire disparaître de son patrimoine une trace susceptible de le dévaloriser. L'acteur public est donc plutôt dans l'absence de prise en charge que dans un projet délibéré d'effacement patrimonial, la trace ne constituant pas un enjeu, alors que le propriétaire privé cherchera au contraire à l'effacer. Figure 1, un exemple de trace d'inondation. Photographie de Franck David, Auch, rue Rabelais, juillet 2015. Laisser le temps et la négligence altérer les traces revient à gommer la dimension douloureuse de la mémoire. Ne subsiste alors que le ressentiment des victimes. Parmi les personnes interrogées, beaucoup témoignent d'un sentiment d'abandon, notamment d'une absence d'indemnisation à hauteur du préjudice. Ceci relève bien sûr de mémoires individuelles meurtries, d'un ressenti. Avec la disparition des témoins et les déménagements, les nouveaux propriétaires achèvent de détruire cette mémoire, laissant la place à une patrimonialisation de la crue qui privilégie donc l'oubli, l'apaisement et le vivre ensemble plutôt que le conflit. Une politique de prévention des risques devrait-elle se préoccuper d'entretenir ces traces, voire de les reconstituer sur les façades dans un code d'urbanisme intégrant la mémoire du risque d'inondation ? C'est en partie le but des repères de crues fixés dans la ville. Les repères des plus hautes eaux connues, PHEC, un marquage territorial ? Les repères de crues font partie du patrimoine des connaissances sur les crues. Ils permettent de se souvenir des hauteurs atteintes par les crues auxquelles ils se rapportent, de les comparer les unes aux autres et de constater la fréquence de leur survenue. Depuis la loi du 30 juillet 2003, loi à risque, les municipalités ont l'obligation de matérialiser, d'entretenir et de protéger ces repères. Ils relèvent donc des marques, Véchambre 2008, au sens où ils manifestent a posteriori la volonté intentionnelle d'un acteur de matérialiser physiquement et symboliquement la mémoire du lieu. Relèvent-ils pour autant du patrimoine ? Repères visuels plus ou moins visibles selon leur taille. Ils se trouvent à Auch à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol, donc très au-dessus du champ de vision car ils marquent les plus hautes eaux. Indice ponctuel de quelques centimètres carrés, macaron circulaire normalisé de 15 cm de diamètre. L'enquête de terrain montre qu'ils sont assez largement invisibles et méconnus, y compris des acteurs publics. Aucune des instances sollicitées au sein de l'administration municipale et des services de l'État n'a pas pu en préciser le nombre ni la localisation. Un inventaire est en cours sous l'égide de la DREAL, mais il cumule approximations et erreurs car certains sont référencés mais introuvables quand d'autres forment des doublons. Nous avons compté 5 macarons émaillés, une plaque et une plaque commémorative, une marque peinte et un repère en fer forgé, soit au total 7 marques. Il convient de noter que ces deux derniers repères associent la crue du 3 juillet 1897, et qu'un autre repère mentionne dans la ville cette crue sous forme d'une plaque métallique. Figure 2, quelques repères de crue à Auch, photographie de F. David, juillet 2015. Leur localisation pose question. 2 repères autour du carrefour principal de la Basse-Ville sont redondants. Au croisement d'importantes mobilités, ils sont peu enclins à attirer l'attention, très largement accaparés en ces lieux par les contraintes de la circulation et les sollicitations des enseignes commerciales. À l'exception de la plaque commémorative, dont certains riverains connaissent l'existence sans la localiser précisément, le repère de crue était totalement inconnu, y compris dans ses caractéristiques visuelles, personne n'a su le décrire. En revanche, ces 2 repères se trouvent symboliquement au cœur de la zone commerçante de la Basse-Ville, très fréquentée par les habitants. Les autres sont placés au contraire dans des lieux peu animés. L'église Saint-Pierre sur une petite place piétonne souvent déserte, l'escalier monumental, un ancien bâtiment conventuel converti en collège et désaffecté, le bureau de recrutement de l'armée dans l'ancienne caserne Lannes reconvertie en ensemble tertiaire, et enfin le mur de l'usine d'eau potable Saint-Martin à 6 mètres de haut. Aussi sont-ils largement méconnus des habitants, et quasi invisibles pour les hôtes de passage. À l'inverse, les lieux de vie situés dans la zone inondée et qui pourraient sembler propices pour des marqueurs mémoriels, lieux de repos et d'observation, n'ont pas fait l'objet d'un marquage, ni le jardin ortolan très fréquenté par les jeunes gens et les parents accompagnant les enfants à l'espace de jeu,
Ni la promenade Claude Desbons sur les rives du Gers, ni le nouveau pôle culturel formé par le cinéma et le cirque, centre des apostrophes. Innovation et de recherche circassien dont le festival annuel draine en octobre plus de 25 000 spectateurs, ni les quartiers résidentiels pourtant fortement voire tragiquement touchés par l'inondation n'ont de repères de crue. Par ailleurs, tous ces repères s'attachent à montrer dans la verticalité les hauteurs maximales de l'inondation. L'emprise spatiale sur le plan horizontal est négligée. La dimension spectaculaire l'emporte alors que l'étendue des dégâts est minorée. 4 figurent sur des façades de bâtiments publics et 3 sur des agences bancaires. Quant à la présence de repères chez des particuliers, si certains ont encore en mémoire la hauteur d'eau, ils se gardent bien, à la revente de leurs biens, de mentionner l'événement aux nouveaux occupants, quitte à effacer les marques qu'ils avaient pu faire sur un mur intérieur, à leur attention exclusive. Quel est donc le degré de patrimonialisation de cette politique de marquage ? Conformément aux directives législatives, elle remplit son rôle au sens où elle entretient des repères visuels pour les générations futures, mais nettement moins visibles qu'une échelle limnimétrique ou le zouave du pont de l'Alma. À Auch, le patrimoine monumental situé en Haute-Ville est dissocié des lieux de l'inondation. Le marquage ostensible désignant la Basse-Ville dans sa vulnérabilité pourrait raviver les mémoires douloureuses des victimes et ranimer l'antagonisme Haute-Basse-Ville. Peut-être par souci d'apaisement, d'autres voies ont été choisies pour patrimonialiser la mémoire de la crue. La sculpture publique et le spectacle vivant, l'enjeu culturel. La patrimonialisation d'une catastrophe se confronte souvent à la mémoire du traumatisme. L'hommage aux victimes, sous forme d'une stèle ou d'un monument, tend à se généraliser, comme à la Faute-sur-Mer en Vendée après la tempête Xynthia de février 2010 qui a causé la mort de 29 personnes, mais sans susciter davantage de questionnements. Or, il ne suffit pas de combattre l'oubli pour envisager l'avenir avec sérénité. Le patrimoine impose une acceptation collective de ce qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.